C'est l'heure de votre JT présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Le temps restera maussade tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires. La minimale sera de 5 degrés et la maximale de 10 degrés. À la une de notre JT, une question. L'usine Brandt de Vendôme va-t-elle être reprise ? Une offre a été déposée par le fabricant d'électroménager breton Ever. Son PDG Martin Hackpil était justement en visite sur le site de Saint-Ouen aujourd'hui. Notre invitée sera Émilie Diaz-Tourangelle, et fondatrice de la nouvelle plateforme Plume, une plateforme qui met en relation les collectivités et structures en manque de médecins avec des candidats étrangers. Pour rappel, la région Centre-Val de Loire est la moins bien dotée en médecins de France métropolitaine. Nettoyer les bords de Loire, c'était la mission que se sont donnée ce week-end une vingtaine de personnes à Blois, malgré la pluie. Une initiative du collectif Nettoyons la Loire qui souhaite la renouveler tous les mois. Samedi avait lieu la 7e édition de la Dictée pour tous à Tours, organisée par Livre en Loire. 270 personnes ont tenté d'écrire sans faute un texte de l'écrivain français Antoine Laurin. Et puis notre séquence On vous répond pour terminer ce journal avec la question du soir, l'épidémie de dermatose nodulaire. Est-ce un danger pour nos amis nos animaux de compagnie, Eh bien, on se posera la question avec notre vétérinaire François Guiraud qui sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, Faustine, un potentiel repreneur en visite sur le site de Brandt à Vendôme. Il s'agit de Martin Hackpil, le fondateur de Ever, car on vous en parlait la semaine dernière. Le fabricant d'électroménager breton a déposé une offre de reprise du site de Saint-Ouen en vue d'y développer une activité industrielle de fabrication de plaques de cuisson et de fours. Une visite de bon augure pour la suite du projet et pour les ex-salariés de Brandt. On retrouve Hélène Chaplet et Louis Turquier sur place. C'est le patron d'une start-up bretonne de lave-vaisselle qui n'a pour l'instant pas commercialisé un seul appareil. Martin Hackpil, le PDG d'Ever, a pour ambition de développer la première gamme d'électroménagers fabriqués en France, facilement réparables et avec une durée de vie de 20 ans. Après avoir déposé jeudi soir une offre de reprise partielle de l'usine Brandt à Vendôme, ce lundi après-midi, il s'est rendu sur place. Je suis venu à Brandt-Vendôme pour voir de plus près tous ces outils industriels et pour affiner et affûter certains plans industriels, notamment pour y donner plus de flexibilité et de modularité. Et ici, c'est uniquement pour étudier l'opportunité d'une activité de plaque de cuisson et dans un second temps de four. C'est surtout pour certaines machines où on va se détailler pour voir leur état. 2 heures plus tard, les différentes parties prenantes ressortent de cette visite avec beaucoup de questions et quelques réponses. Jérôme, ancien manager au sein de l'usine, reste mesuré. Pour ce qui est du site en lui-même, il n'est pas intéressé, clairement. Ce qui l'intéresse, c'est l'outil industriel. L'intéresse aussi, bien sûr, les compétences que l'on a quand même sur le site. Donc peut-être essayer de trouver une entreprise ou quelque chose, un bâtiment qui est bien plus petit pour y mettre quelques outils à l'intérieur, progresser doucement avec une dizaine de salariés au début, puis évoluer petit à petit. Le tout, c'est pas ce qu'on va en penser nous, c'est ce que va en penser le liquidateur. Et c'est dans le second temps que nous, collectivités, bien sûr, on peut accompagner toujours dans le but de maintenir l'emploi et puis surtout de garantir une pérennité du site et du fabriqué Made in France. Cette offre de reprise partielle sera-t-elle retenue par le tribunal de commerce de Nanterre ou bien le manque d'expérience de l'entrepreneur breton jouera-t-il contre lui ? Pour amorcer la fabrication de son lave-vaisselle, l'industriel a lancé une levée de fonds. Il a pour l'instant recueilli plus d'1 million d'euros. À noter que fin décembre, Stéphane Français, patron de Thomson Computing, a aussi annoncé être intéressé pour reprendre le site Brandt de Saint-Jean-de-la-Ruelle dans le Loiret. Son projet permettrait de sauver 150 emplois sur les 700 du groupe, mais sème le doute quant à sa fiabilité financière. Et en parallèle de ces offres de reprise des sites, la métropole orléanaise a déposé, elle, une offre de rachat des marques détenues par Brandt. Oui, il y en a 4. Brandt, Vedette, De Dietrich et Sauter. Une offre que la collectivité ne maintiendrait que si aucune offre de reprise française n'est retenue par le liquidateur judiciaire. Son but, éviter que la marque parte à l'étranger. Le Centre-Val de Loire est la région la moins bien dotée en matière d'accès aux soins en France métropolitaine.
Moins 17% de médecins libéraux entre 2015 et 2023. Cela représente 340 docteurs en moins en 8 ans sur les 6 départements du territoire. Et l'âge moyen de ces médecins en 2023, 52 ans. Alors comment en attirer de nouveaux? Faut-il aller les chercher à l'étranger? C'est ce que propose une nouvelle plateforme de recrutement baptisée Plume. Et sa fondatrice est notre invitée ce soir. Bonsoir Émilie Dias. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes tourangelle et votre plateforme vient d'ouvrir en novembre 2025. Le principe, mettre en relation des médecins étrangers avec des structures en demande. Comment ça marche exactement? Alors, c'est une plateforme SaaS qui permet aux candidats qui sont médecins et pharmaciens à cursus européen de pouvoir créer leur profil, de faire respecter leurs souhaits professionnels et personnels pour que ça matche avec les besoins des recruteurs, quel que soit le type de recruteur, que ce soit l'industrie pharma, cosmétique, biotech, les collectivités. Et on va les guider grâce à un test d'éligibilité qui leur permet de savoir concrètement s'ils sont inscrits, inscriptibles, s'ils doivent faire une équivalence, comment. Et donc, on va les accompagner dans tout ça pour gagner du temps. Et du côté des recruteurs qui s'inscrivent, ça peut être par exemple un hôpital, une collectivité qui manque de médecins? Ça peut être le public, le privé, comme effectivement une mairie, un département, une région, un hôpital privé. Encore une fois, je disais une biotech, une jeune start-up qui a besoin de médecins consultants. Tous ceux qui sont porteurs d'un projet de recrutement d'un médecin ou de pharmacien. C'est-à-dire que c'est médecins praticiens, chirurgiens, dentistes, scientifiques et pharmaciens industriels, d'officine et hospitaliers. Donc, par exemple, une communauté de communes en Indre-et-Loire ou en Loire-et-Cher peut vous solliciter si Exactement. En 2023, 35% de la population de Centre-Val de Loire vivait dans une zone sous-dotée. Vous avez vous-même connu des difficultés d'accès à un médecin? C'est ce qui vous a donné envie de proposer ce service? Alors moi, j'ai une expérience dans le recrutement médical. C'est ce qui m'a donné envie de créer un outil que je n'ai jamais trouvé en Europe, voire même au-delà de l'Europe. Donc j'ai testé, j'ai cherché. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, il faut le créer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'outil qui permettait à quiconque de pouvoir vérifier l'éligibilité de ces médecins-là. Effectivement, j'ai un passif aussi dans ma santé, à travers ma famille, qui fait que naturellement, je pense, je suis dans l'univers médical. Voilà. Alors, si dans certains territoires, on peine à attirer les médecins français, pourquoi les médecins étrangers seraient d'accord pour venir? On a la chance de faire partie de l'Europe. Pourquoi pas utiliser ces ressources? Et il serait en phase avec les charges fiscales, administratives qu'on a chez nous? Parce que c'est souvent ce qui pêche un peu. Alors, c'est un peu l'inconnu pour eux. Après, il y a des arguments. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on parle de projet professionnel et personnel d'un candidat, il va comparer l'économie par rapport à son pays d'origine, l'art de vivre, les études pour ses enfants, le rapprochement familial. Il y a tout un tas de paramètres qui viennent impliquer la décision en fait, du conjoint, pas conjoint, etc. C'est vraiment un schéma particulier. On se rend compte que ce n'est pas trop le côté financier qui compte, c'est vraiment l'aspect personnel de leur vie privée. Donc en Loire-et-Cher, par exemple, où il y a pas mal de zones où ça manque de médecins, on peut les attirer. On peut les attirer. J'ai déjà fait des miracles par le passé. En France, 18% de médecins en exercice sont nés à l'étranger d'ailleurs. C'est pas une difficulté pour eux de travailler en France en termes d'arriver à trouver un emploi en France en termes de diplôme? Ils ont un diplôme identique à ce... C'est un médecin européen, est-ce qu'il a des diplômes identiques à un médecin français? Pas tout à fait, il y a des petites distorsions juridiques. Aujourd'hui, par exemple, un médecin généraliste en France, il est médecin spécialiste en médecine générale, ce qui lui implique 10 années d'études. Il y a eu une réforme il y a 2 ans à peu près, justement là-dessus. Si on est par exemple un patient, on aura les mêmes soins avec un médecin étranger? Alors, je ne suis pas l'ordre des médecins pour pouvoir le dire. Après, je pense qu'à partir du moment où on est diplômé, ça c'est mon opinion personnelle et peut-être un peu professionnelle, mais à partir du moment où une université vous donne un diplôme et que vous avez un peu d'expérience, vous restez un médecin en fait, qui a des compétences. C'est juste des fois l'approche en médecine par rapport à certains médicaments ou certaines orientations vers des médecins plus spécialisés. Merci beaucoup, Émilie Dias, d'être venue sur notre plateau. Il n'y a pas de saison pour prendre soin de la Loire et on va le voir ce soir dans ce journal, Faustine. Oui, dimanche matin, une vingtaine de personnes ont bravé la pluie et se sont retrouvées quai de la Saussée à Blois pour nettoyer le bord du fleuve. Une initiative du collectif Nettoyons la Loire qui a l'ambition de renouveler ce type d'opération tous les mois. Reportage de Romain Delville.
pluie du matin n'arrête pas les nettoyeurs ligériens. Ce qu'on va faire donc ce matin, donc ramassage. Là, vous voyez que le niveau de la Loire a quand même pas mal monté, donc ça va pas être super évident. Faites attention surtout à vous, n'allez pas trop loin en fait. Cherchez des déchets que vous voyez, il y a des belles zones de déchets mais un peu loin, donc prenez aucun risque évidemment. Vous verrez aussi qu'il y a pas mal pour les nouveaux de déchets en haut, des rampes d'accès, donc des escaliers, donc ça c'est habituel, souvent des canettes. Armés d'une pince à déchets, une vingtaine de motivés de tous âges arpentent les bords de Loire au niveau du bien nommé quai de la Saussée, à la recherche de canettes, mégots, bouteilles en verre et autres détritus. Habituée des opérations du collectif Nettoyons la Loire, Anaïs a l'œil pour repérer les déchets dissimulés dans les herbes immergées. C'est pas visible forcément pour les piétons et tout, mais il y a plein de lingettes nettoyantes là, et ça se prend énormément dans la végétation, et c'est très mauvais pour les petites bêtes de la Loire, et ça se ramasse très mal. Donc voilà, et la pince c'est bien pratique, mais voilà, j'ai aussi les gants parce qu'à un moment donné, il faut des fois y aller avec les gants. De son côté, c'est une première pour Catherine. Cette jeune retraitée à la conscience écologique aiguë se sent utile à ramasser les détritus laissés par les autres. Dans une démarche proche du mouvement Colibri, Catherine fait sa part, à son échelle et avec ses moyens, dans l'espoir que d'autres citoyens et citoyennes suivront. On ne peut pas dire que c'est uniquement les politiques, etc. C'est tout le monde qui doit agir, tout le monde. Et chacun individuellement doit agir. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Le collectif Nettoyons la Loire a comme ambition de renouveler ce type d'opération tous les mois et de pouvoir intervenir dans des écoles pour sensibiliser les plus jeunes. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre vétérinaire François Guiraud qui va nous rejoindre sur le plateau pour répondre à cette question. L'épidémie de dermatose nodulaire, est-ce un danger pour nos amis les animaux? Bonsoir et bienvenue François sur notre plateau. Alors, la dermatose nodulaire progresse en France alors que les élevages bovins sont en alerte. L'inquiétude gagne les propriétaires d'animaux domestiques. Le virus peut-il franchir la barrière des espèces? Déjà, on va faire un petit rappel de ce qu'est la dermatose nodulaire. Donc, c'est une maladie virale. Donc c'est un poxvirus exactement. Donc comme toute maladie virale, les antibiotiques n'ont aucun effet dessus. Donc la seule possibilité de traitement, c'est la vaccination préventive. Ça n'est évidemment pas curatif. Donc est-ce que nos amis les chiens, les chats peuvent attraper ce virus au contact des vaches? La réponse c'est non. Pas du tout. Il n'y a que les vaches. Donc l'homme déjà n'est pas du tout concerné, ni les chiens, ni les chats, les chevaux, les moutons. Tout ça ne sont absolument pas concernés non plus. Et ça... en contact direct avec les animaux, par consommation des produits animaux comme la viande ou le lait, ou contact avec les vecteurs que sont les mouches qui transmettent la maladie. Donc là, il n'y a aucun risque pour personne. Donc même, oui, on sait que la maladie est transmise par les insectes. Donc là, même les moustiques dans nos jardins, c'est pas une menace pour nos amis les animaux. Pas du tout. Pareil, tout ce qui est alimentation, là non plus, il n'y a pas de risque. Tous les produits, viande, lait, tout ça, il n'y a aucun risque ni pour les animaux ni pour nous. Donc en fait, est-ce qu'il y a des précautions à prendre aujourd'hui, précautions particulières à prendre? Les seules précautions, parce que là on va arriver dans des périodes de vacances, et on s'aperçoit si on regarde la carte de l'extension de la maladie actuelle. On va le voir parce que vous nous avez envoyé une carte. Voilà, que c'est dans des zones qui peuvent être des zones concernées par des vacances d'hiver. Très bien. Il y a les Alpes et puis il y a toute la région des Pyrénées. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller visiter des élevages dans ces régions-là, parce que dans les voitures, dans les véhicules, vous pouvez ramener les insectes vecteurs dans d'autres régions, dont la nôtre. Et comme c'est des régions de vacances, beaucoup de gens vont peut-être aller dans ces régions-là. Donc c'est des gestes simples. Voilà. Juste éviter d'aller dans des élevages à cette période pour ne pas propager la maladie dans des régions qui ne sont pour le moment pas concernées, dont la nôtre. Donc auprès des bovins, on l'aura bien compris, mais pas auprès des chats et des chiens. Voilà, les chats, les chiens, aucun risque. On parle ce soir de l'épidémie de... Pardon. Oui, je me demandais, un vaccin existe ? Oui, il y a un vaccin qui est très efficace. D'ailleurs, dans les régions concernées là, qui étaient sur la carte, les animaux sont vaccinés à l'heure actuelle à pratiquement 100%. Donc, il y a eu 117 foyers en tout en France. Donc, 117 élevages qui ont été concernés, où là, tout le cheptel a été abattu, effectivement. Et le virus, c'est l'unique solution, la meilleure solution, justement, pour... Le vaccin. Le vaccin, pardon. Oui. Le vaccin, c'est l'unique solution qui existe et qui a déjà été éprouvée dans des pays qui ont été touchés par la dermatose nodulaire avant nous, notamment la Grèce, où il y en avait beaucoup et tout a été éradiqué. Donc le vaccin est très efficace et sans risque pour les animaux et pour nous.
Au-delà de la dermatose nodulaire, est-ce qu'il y a d'autres épidémies auxquelles il faut faire attention pour nos amis, nos animaux de compagnie en ce moment? Non, pas en ce moment. C'est pas de grosses maladies, pas d'épisodes aussi notés. Et des vaccins à prévoir aussi en cette période de début d'année, en ce mois de février? Est-ce qu'il y a des vaccins à prévoir pour nos chiens, pour nos animaux de compagnie? Non, les vaccins classiques, éventuellement, parce que comme toute maladie hivernale, il y en a plus en ce moment. C'est la toux de chenille, qui est une maladie, une sorte de bronchite qui existe chez les chiens. La vaccination est très simple, c'est même pas une piqûre, c'est une sorte d'aérosol qu'on met dans le nez. Donc on respecte le carnet de vaccination pour les chiens et les chats. Merci beaucoup, François Guiraud, d'être venu sur notre plateau ce soir pour nous parler de cette dermatose nodulaire, on l'a compris, qui n'est pas un danger pour nos amis nos animaux de compagnie. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Petite question qu'on vous a posée sur nos réseaux sociaux. Comment jugez-vous votre niveau d'orthographe? Eh bien, vous êtes une bonne majorité à répondre bon ou très bon. Eh bien justement, ce week-end, 270 personnes férues d'orthographe se sont mises au défi de rendre une copie parfaite lors de la 7e édition de la dictée pour tous à Tours. Cet événement est organisé chaque année par l'association Livre en Loire. Et pour l'occasion, l'écrivain français Antoine Lorrain avait préparé un texte sur le champ lexical des pierres précieuses. Alors un vrai casse-tête pour les participants et les participantes. Romain Delville. Une pierre mauve se nommait phosphosidérite. Mais qu'est-ce qui pousse les adultes à s'adonner au plaisir? Un brin masochiste de la dictée. J'adore faire ces dictées pour un petit peu voir où en est mon niveau, apprendre des nouveaux mots qu'on ne connaissait pas. C'est une découverte aussi. À chaque fois, c'est une découverte et j'adore. Même si je fais beaucoup de fautes, j'adore quand même, je reviens. J'aime beaucoup. Moi, je fais cette dictée depuis qu'elle existe, je crois. Et je fais partie d'un atelier d'orthographe sur Vendôme. Tous ceux qui sont là sont là pour briller. Hein. Donc, non, je pense, au-delà de cette faute, j'estime que c'est rédhibitoire. Vous savez que le dialogue, c'est comme ça. Et quelle est cette étonnante pierre? Donc, à la ligne, tirée, ouvrez les guillemets, une chrysocole, virgule, mon amour. L'auteur Antoine Lorrain s'est joué de son auditoire avec malice en proposant un texte en 2 parties. L'une d'apparence facile, l'autre truffée de termes du champ lexical des pierres précieuses, où les chrysocoles croisaient les euphoralites et autres eudialites. Effet garanti, rire et sueur froide parcouraient l'assemblée. Oh, il y a des mots, des nouveaux mots que je ne comprends pas, chrysocole ou d'autres mots là, ça un peu... Voilà, là monsieur... Voilà, ça un peu coincé quoi, mais ça va. Je ne m'attendais pas à les noms de pierres précieuses, c'était compliqué forcément, mais sinon en vrai c'était sympa, essayer de trouver certains mots complexes. Je ne m'attendais pas aussi dur, mais je pense que ça s'est bien passé. La chrysocole, grande question, mais très intéressant, puisqu'à chaque dictée on apprend toujours quelque chose. Alors si c'est pas une pierre, ça va être, je sais pas, le nom d'un monument. Ou à chaque dictée, on voyage finalement. On apprend beaucoup de choses et c'est ça aussi l'intérêt. Ironie de l'histoire, l'auteur lui-même aimait les dictées quand il était élève, sans être un fondu d'orthographe, de syntaxe et de grammaire. Je ne sais pas si c'est une évolution de vie, mais j'étais très mauvais en orthographe et j'ai des souvenirs absolument terrifiants de dictée. Mais ce que j'aimais dans la dictée, c'était le petit récit qui avait un début, un milieu, une fin, qui en général se situait à la campagne, était assez bucolique et ça permettait de découvrir des auteurs. Clin d'œil de cette 7e édition de la dictée pour tous à Tours. Le dernier roman d'Antoine Lorrain, sorti il y a 1 an, s'appelle La dictée. Allez, avant de se quitter, rappel du principal titre, Faustine. Martin Hackpil, PDG du fabricant d'électroménager breton Ever en visite sur le site Brandt de Vendôme. Il a déposé une offre de reprise de l'usine de Saint-Ouen, encore à l'étude par le tribunal de commerce de Nanterre. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, un autre journal, le journal des sports, avec Romain Delville. Nous, on se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Laurent en direct. À demain.